Alors nous allons maintenant avoir le plaisir d'accueillir Monsieur Édouard Bouin. Il est spécialiste du climat, médiateur scientifique. Édouard Bouin est chargé d'enseignement à l'université de Rennes 2 en géographie. Il forme de jeunes femmes et de jeunes hommes à l'aménagement du territoire au regard du développement soutenable. Il va nous expliquer tout ça. Il occupe le poste d'administrateur général de l'association qui porte le projet d'un pacte européen pour mettre la finance au service du climat. Le pacte finance-climat a été initié par le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Laroutourou. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, heureusement qu'il y a eu la pause parce que le challenge aurait été très compliqué après le passage de mon prédécesseur. Et puis en plus, nos organisateurs gentiment m'ont imposé 2 questions. Et en fait, je crois que je vais pas y apporter de réponse pour l'instant. J'aimerais bien que ce soit vous qui apportiez des réponses. Alors, le pacte finance-climat, en fait, est porté par une association qui s'appelle Agir pour le climat. Et comme vous venez de le dire, madame, en fait, pour la petite histoire, c'est né en 2012 d'une colère d'un scientifique qui s'appelle Jean Jouzel et de Michel Rocard, ancien Premier ministre. En fait, en 2009, ils avaient été appelés par Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre de l'Environnement, pour réfléchir sur une taxe carbone. Et avec une trentaine d'experts, ils ont produit un document dont Michel Rocard était le président de cette commission, et ils ont remis à Christine Lagarde, dont on reparlera, et à Jean-Louis Borloo leur contribution, et qui s'est appelée la contribution énergétique, finance-énergie. Et en fait, il s'agissait d'une taxe carbone et les principes essentiels reposaient sur 3 points. 1, qu'il n'y ait aucune émission carbonée qui ne soit pas taxée. Donc tous les secteurs d'activité devaient pouvoir répondre financièrement aux émissions que leur industrie ou domestique ou publique engendrait. Deuxième point, c'est qu'il fallait que les personnes les plus précaires ou les plus éloignées dans les territoires aient une aide pour pouvoir s'adapter. Et le troisième point, donc c'était estimé à peu près à l'époque avec une taxe carbone à 30 € la tonne. Alors c'était fortement copié sur le modèle suédois. Et donc pour arriver en 2030 à 120 € la tonne, ce qui est le cas aujourd'hui en Suède. Et donc c'était à peu près, j'allais vous dire, oui, 2/3 à peu près qui repartaient dès 2010, donc à l'aide pour les plus précaires. Et ce qui était important, c'est que le 3e tiers soit directement affecté à la transition énergétique et écologique. Jean-Louis Borloo a repris le document, il est allé voir le Premier ministre, qui à l'époque était François Fillon, qui a un peu tiqué, et quand c'est arrivé au président de la République, ça a tiqué très fortement. Nicolas Sarkozy a repris, ils ont repris la main, et tout à l'heure on parlait de l'Orient, je suis breton, et on a fait des portiques. Et on a engendré les bonnets rouges. On a mis dans un tiroir cette contribution, et puis l'an dernier, le président Macron demande à ses services de lancer une taxe carbone. Eh bien, ce qui est assez fabuleux, je l'ai dit à celui qui l'a fait, on n'a pas exhumé ce document qui est remarquable. On a voulu réécrire, et après les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes. Petite parenthèse. Alors, ce qui fait que... Attendez, revenez un peu en arrière à l'autre question. Voilà, merci. Ce qui s'est passé, donc Michel Rocard, Jean Jouzel sont assez furieux. Ils croisent Stéphane Hessel. Pierre Laroutourou fait partie d'un groupe de travail politique avec Stéphane Hessel. Et ils se disent, là, il faut regarder les choses de près. Et au même moment, il y a la crise des subprimes qui est arrivée. Et on y reviendra, mais ils se sont dit, pour sauver les banques, la BCE vient de mettre 1000 milliards. Et c'est ce qu'il fallait faire. La crise était là, il fallait le faire. Mais
puisqu'on est capable de mettre 1000 milliards pour sauver les banques, ne serions-nous pas capables de préparer un plan avec 1000 milliards pour le climat? Et cette idée, qui pouvait paraître totalement utopiste, totalement farfelue, nous l'avons fait cheminer jusque 2017, et on va y revenir. Alors, la question, excusez-moi, je vous ai... Revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà. La question que nos amis ont souhaité nous poser, c'est, serons-nous zen en 2050? Est-ce que c'est une utopie naïve ou une ambition nécessaire? On va essayer d'y répondre collectivement par la suite. Alors, pour que tout le monde ait à peu près le même niveau de connaissance, un climat, c'est 30 années de données météorologiques. Et donc là, vous avez la référence, le 0, c'est la période 1961-1990. Et vous avez toutes les années inférieures en température à cette référence et toutes les années supérieures à cette référence. Je crois que je n'ai pas apporté de commentaires. Alors, vous savez qu'on a eu la COP 21, tout le monde s'est réjoui, et il fallait se réjouir parce que c'était quand même une sacrée avancée après, j'allais dire, la grande déplumée, si vous me permettez, de Copenhague. Et on s'est dit que ça y est, les choses allaient s'engager. Le 31 octobre 2017, l'ONU s'inquiète parce qu'on a tous signé, mais on n'a rien embrayé. Et sur ce document, donc de l'ONU du 31 octobre, l'ONU dit très clairement, la trajectoire actuelle que nous prenons, si nous ne l'infléchissons pas, nous partons sur une température moyenne de la planète à la fin de ce siècle de 3,6 degrés. Alors, 3,6 degrés, aujourd'hui, on se dit qu'on peut les dépasser. Vous allez voir qu'on peut même aller plus loin, on devient très fortiche. Et là, un groupe de scientifiques de Météo France a travaillé sur un des scénarios extrêmes que l'on disait au début du XXIe siècle, que l'on pensait ne jamais pouvoir explorer, on l'avait juste fait travailler. Eh bien, 4 à 5 degrés pour la fin de ce siècle, c'est aujourd'hui envisageable. Et donc voilà ce qu'ils ont sorti comme modélisation sur les canicules qu'il pourrait y avoir à partir de 2050. Alors, vous avez la répartition. Je vais vous donner une carte un peu plus locale vous concernant. Voilà, donc vous voyez les modèles. Ça, ce sont les modèles donc entre 1 degré, 5 et 2 degrés. Donc l'adaptation est tout à fait possible, avec un travail d'atténuation comme vous l'avez montré tout à l'heure. Les RCP intermédiaires, donc où là on va se situer entre 3 et 4 degrés. Donc vous voyez qu'une partie, je pense qu'on va remettre nous des frontières en Bretagne, parce qu'on risque d'avoir des migrations importantes liées au changement climatique. Et voilà, donc le RCP plus élevé, donc on est entre 4 et 5 degrés. Et donc vous voyez qu'à la fin de ce siècle, on a une France très rouge, donc on est là sur 4 à 5 degrés. Alors maintenant, je voudrais pas vous faire peur, mais voilà ce qui va se faire pour vous. Voilà donc votre secteur géographique qui sera à 5 degrés, d'après ces calculs. Et voilà les précipitations, parce que évidemment, il y a l'élévation de la température, mais il y a aussi une modification des précipitations. Et voilà les modélisations donc de Météo France avec des chercheurs du GIEC. Donc il y a des zones où vous allez perdre, en gros, alors vous allez mieux situer que moi, mais plus de 300 mm de précipitations dans l'année. Toujours zen? Alors, il a fallu que cette année, donc des scientifiques du GIEC, de Climery France, travaillent une modélisation à partir des éléments que vous avez eus à Monaco, donc sur le travail des océans, sur l'élévation possible, non plus de 4-5 degrés, mais maintenant de 6 à 7 degrés. Et tout simplement parce qu'effectivement, il y a des phénomènes de rétroaction océanique et au niveau de la cryosphère qui font qu'on peut s'inquiéter. Et là, vous avez donc la perte de glace au Groenland. Vous avez là, donc sur une période climatique, vous avez cette courbe donc en bleu. Et voilà ce qui s'est passé au mois de juin de cette année au Groenland en perte de glace. Alors,
allez-y. Un petit moment quand même important, parce qu'on est dans un lieu, un espace, un territoire de recherche. Est-ce que vous savez comment est né ce travail autour du climat? Eh bien, en fait, vous avez ce monsieur qui s'appelle Claude Lorius, qui est un climatologue, qui est un monsieur qui a maintenant 87 ans, et dans les années 60, il était donc de plus en plus souvent, il allait sur la base du mont d'Urville en Antarctique. Et il commençait à faire des carottages de glace sur ce qui va devenir maintenant le DOMC, le centre de recherche européen. Et un jour, Claude Lorius est avec son équipe, avec un chercheur aussi néerlandais, et ils feront donc une prise de carotte de glace, et la carotteuse casse, alors qu'ils sont à 300 mètres de profondeur. On est dans les années 60, il n'y a pas de téléphone satellitaire, les plus proches voisins sont à la base, ce sont les soviétiques de la base de Vostok, il y a à peu près 1000 km pour y aller. Donc, pour eux, c'est assez clair, tout le programme de recherche est compromis. Et donc, ils remontent la carotte des 300 mètres à la surface, et pour les bons et les mauvais moments, ils avaient un stock de whisky. Et ils se servent un whisky. Et Claude Lorius tranche la petite rondelle des 300 mètres et la met dans son whisky. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'entre Claude Lorius et moi, il y a 3 différences fondamentales. Moi, je suis seulement médiateur scientifique. Et Claude Lorius est scientifique. Deuxième différence fondamentale, je suis amateur de whisky. Claude Lorius n'est pas amateur de whisky. On ne met pas un glaçon dans son whisky. Bon, depuis, puisque je travaille avec Jean Jouzel, j'ai appris que Claude Lorius est devenu un bon amateur de whisky. Puis la troisième différence qui est là énorme, je dois vous l'avouer, je suis alcoolo. Claude Lorius est un scientifique. Parce que moi, mis un glaçon, je trinque et je bois. Claude Lorius, il prend son verre et il regarde son verre. Et il voit son verre faire des bulles. S'il y a des bulles, c'est pas dans le whisky. S'il y a des gaz, ils sont dans la glace. Et c'est ainsi, avec l'équipe donc qu'il va former, et dont Jean Jouzel, donc à l'Institut Pierre-Simon Laplace, que eux vont avoir la capacité de modéliser ces glaces et de trouver les gaz qui sont dans ces glaces. Et donc, vous voyez que je crois que c'est important qu'on continue fortement à alimenter la recherche fondamentale avec la recherche appliquée, parce que là, pas de verre de whisky, on reste quelques années à attendre pour la découverte. Et ça va être important parce que quand Jean Jouzel, qui lui venait de faire sa thèse sur la formation des grêlons dans les cumulonimbus, publie, partout sur la planète, on l'appelle pour dire, mais attendez là, vous nous racontez qu'il y a un changement climatique qui s'opère actuellement. Et c'est comme ça, après un papier du New York Times, alors que d'autres équipes travaillaient, mais qu'il y a cette conjonction et que Reagan et Thatcher interrogent sur le sujet. Alors, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le professeur, est assez clair. C'est-à-dire qu'au regard du retard pris par rapport à ce qui nous est demandé par l'ONU, aujourd'hui, sur la planète, nous devons descendre de 45% de nos émissions carbonées et être neutres en 2050. Pour tenir le degré 5, ce qui va être un peu compliqué, mais tenir à minima les 2 degrés pour que les jeunes générations aient une planète qui soit vivable. Alors, on les a, les secteurs émetteurs, donc il faut les travailler, et notamment donc sur l'Europe. Je reviendrai là-dessus. Alors, effectivement, on y travaille. Si on prend la France, donc ça c'est le Haut Conseil pour le climat qui a sorti ses chiffres au printemps, eh bien, on a investi 41 milliards d'euros pour le climat en France, en 2018. Mais dans le même temps, on en a investi 75 milliards dans les industries carbonées. Et vous parliez des océans tout à l'heure. Les PBES qui s'est réuni à Paris ce printemps nous dit qu'il y a près d'1 million d'espèces qui sont menacées. Et ce rapport identifie là aussi le lien avec la finance.
Donc, il nous semblait, nous, tout à fait important, parce qu'on avait eu déjà ces informations, que l'on puisse lier climat et biodiversité. Et donc, pour vous resituer les choses, je parlais de Jean Jouzel, Stéphane Hessel, etc. Et donc, ils se sont dit, mais l'argent, on peut la mettre au service du climat et de la biodiversité. Et en 2017, on a créé le pacte finance-climat. Une idée d'un petit groupe qui avait déjà bien travaillé, en disant, il faut vraiment qu'on fasse passer cette idée au niveau européen. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Agir pour le climat. Et en 2 ans, c'était tout à fait utopiste, c'était voilà, mais on a sillonné la France. Pierre Larouturou était un VRP de première bourre, comme on dit, et on a fait avancer l'idée. Et puis il y a eu la période des élections européennes, et d'un seul coup, en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique et un peu en Allemagne, des listes qui se préparaient pour les élections au Parlement européen ont repris cette idée de la Banque européenne du climat et de la biodiversité. Et donc, on avait des arguments, notamment quand on disait 1000 milliards. Coïncidence, on avait aussi travaillé avec des économistes et des juristes. La Cour des comptes européenne disait qu'il faudrait 1115 milliards d'euros par an d'ici 2030 pour tenir les 2 degrés. Alors, eux sont plus pressés que nous, mais voilà, on est dans ces ordres de grandeur. Alors, vous voyez, il faut 736 milliards dans le secteur des transports, donc le vélo à hydrogène a de l'avenir devant lui. Il faut 282 milliards d'euros dans le secteur résidentiel, et M. Laffitte le disait tout à l'heure, on a à travailler sur la rénovation thermique des bâtiments, et il y a des solutions qui existent, vous en citiez une tout à l'heure. C'est notamment aussi dans les réseaux et les productions d'énergie. Alors en France, on est moins mal sur le sujet, on peut avoir des débats, mais aujourd'hui, on doit comprendre et aider nos amis, par exemple polonais, qui font une obstruction parce que eux, eh bien, l'emploi, l'économie, l'énergie est sur le charbon. Alors, on va arriver sur la finance parce qu'on commence à avoir des alliés, et notamment les assureurs. Sur la période référence climatique 1984-2014, pour la France métropolitaine, les assurances et les réassureurs ont dû apporter 42 milliards d'euros. Sur les prévisions à 3,6 degrés, 4 degrés, pour la période 2040-2070, les gens du GIEC leur disent « vous devrez sortir 92 milliards ». On va doubler. Et pour la première fois, il y aura environ 4 à 5 milliards pour les submersions marines, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Alors là, on a un événement important sur cette période, c'est la tempête de 99 qui, là, a fait monter fortement les chiffres, mais on voit bien que sur la fin de la période climatique, que ce soit pour les tempêtes, pour les inondations, pour les sécheresses, chaque année, on a eu une augmentation. Alors, la deuxième question posée par nos amis, c'était impact finance-climat, pour qui, pourquoi? Alors, je vous disais, en 2008, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, et nous avons dit, bien, pourquoi pas pour le climat? On nous a dit, non, c'est pas la même chose, là, vous ne comprenez rien à la finance, là, les banques, c'était nécessaire, mais on refera plus. Et puis, en 2014, Mario Draghi voit que, parce que la Banque Centrale Européenne, elle a un objectif premier, c'est la stabilité des prix et de tenir la croissance dans la zone Europe. Donc voilà, on dit, voilà, non, on va pas doper les économies, il n'y a pas besoin, tout fonctionne bien. 2014, la croissance en Europe est vraiment atone et on se pose des questions si elle ne va pas aller vers du négatif. Et donc Mario Draghi dit, on va injecter de l'argent. On lui dit, non, les Allemands ne voudront pas. Schäuble, alors là, il va refuser. Réunion avec les Allemands disent, nous, on n'est pas si bien que ça, ce serait pas mal que vous mettiez de l'argent. Et donc, pour les plus anciens que nous sommes, et vous les plus jeunes, vous n'avez pas connu ce terme, mais on fait tourner la planche à billets. On crée de la monnaie. Alors aujourd'hui, ça fait bien, on appelle ça un quantitative easing.
Et on crée 1000 milliards qu'on met à disposition des banques. Donc ce sont des prêts à court terme aux banques. L'idée, c'est qu'elles utilisent cet argent pour le mettre en prêt à l'industrie, aux petites entreprises, pour qu'elles puissent se moderniser et créer de la croissance. Et puis on se dit, ça marche pas si bien que ça. 2015, on va remettre 1000 milliards. Et on remet 1000 milliards. Puis c'est pas terrible. Alors 2016, on dit, on va quand même baisser parce qu'on voit pas le retour, mais on remet 500 milliards. 3 années, 2500 milliards de mis à disposition des banques. Eh bien, 11% sont allés dans l'économie réelle, 89% à la spéculation. Mais on peut créer. Et donc, voilà, je suis allé un petit peu plus vite, parce que, vous voyez, c'est pas un journal de gaucho qui présente ça, c'est les Échos. Et donc, la BCE, pour nous, est un élément essentiel, on va en reparler, dans le financement des politiques climatiques. Il faut absolument que, avec donc ce qu'on a appelé la Banque du climat et de la biodiversité, et à l'époque, on pensait qu'on ferait un satellite de la Banque européenne d'investissement, et aujourd'hui, tel qu'on commence à l'entendre un peu partout en Europe, la Banque européenne d'investissement deviendrait sans doute cette banque du climat et de la biodiversité. C'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Madame la présidente de la Commission européenne maintenant, Madame Ursula von der Leyen. Mais par contre, ce qui est important, c'est pas qu'on injecte seulement de l'argent pour aller vers donc des processus verts, mais surtout, comme vous l'avez vu pour la diapo française, c'est qu'on arrête de mettre de l'argent et de subventionner des projets qui sont porteurs d'émissions carbonées. Alors, vous voyez que le lien avec la finance est déjà très tôt dans l'accord de Paris, puisque c'est dans l'article 2, alinéa C, où les signataires donc acceptent que les flux financiers soient compatibles avec le profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement du climat. Donc c'est écrit dans l'accord de Paris. Mais tout le monde l'a oublié depuis. Alors, je vous le disais, donc la Banque européenne du climat et de la biodiversité, eh bien, aujourd'hui, nous on pensait que c'était plus simple de la mettre en place en ayant donc un satellite. Il semblerait que tout le monde s'accorde, ceux qui commencent à y réfléchir s'accordent au fait que ce soit la Banque européenne d'investissement qui le fasse. Alors c'est intéressant parce que quand il y a des projets à financer sur les territoires, la BEI, avec les institutions bancaires aussi, comme la Caisse des dépôts par exemple, en France, sont partenaires. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut mobiliser de grosses, de gros flux financiers pour des projets comme ceux que vous évoquiez, Monsieur Laffitte. Alors, pour nous, ce n'est pas suffisant parce que on parlait de la précarité. C'est vrai que demander à quelqu'un de rénover sa maison, alors aujourd'hui, on a un principe qui n'est pas bon, c'est-à-dire que comme les sommes sont relativement importantes, un jour, on vous dit, on vous aide sur les fenêtres. Alors tout le monde se précipite pour avoir les aides sur les fenêtres. Mais sauf que c'est pas par les fenêtres que l'énergie part le plus. Après, on vous dit, on va vous aider à l'isolation intérieure et sous le toit. Puis après, on change de politique et on vous dit, on va mettre 1 euro la chaudière. Mais en fait, le temps que tout cela se fasse, d'abord ça coûte relativement cher au niveau de l'État, et en plus l'efficacité est très faible. Il vaudrait mieux pouvoir tout faire en une fois. Sauf que ça mobilise, suivant la taille de la maison, suivant son âge de construction, suivant son orientation, ça mobilise entre 25 et 40 000 euros. Et il y a des gens qui, malheureusement, une grande partie de la population, n'a pas les capacités à sortir ces sommes. Donc nous disons, il faut un budget européen d'aide. Et nous avons proposé, alors là, je dirais, c'est une utopie politique, ça va pas être si simple à avoir, mais que on est sur les très grosses entreprises, en fonction aussi de leur manière de décarboner, de 1 à 5% d'impôts sur les bénéfices, et que ça contribue au budget européen.
Bon, ça, c'est pas la partie gagnée. Et donc, ce qui est important aussi, dans ce budget, c'est d'allouer une somme conséquente, vous voyez, 40 milliards d'euros, pour aider l'Afrique, et notamment tout le pourtour méditerranéen, à prendre un chemin décarboné beaucoup plus vite que nous. Parce que l'un des éléments, et vous le savez, importants des risques climatiques, c'est que ces zones africaines, subsahariennes, mais aussi c'est vrai pour les zones d'Asie qui sont sur l'équateur, c'est qu'on va avoir des zones qui vont devenir invivables. Et donc aujourd'hui, l'ONU nous dit à 3 à 4 degrés, c'est 140, 160 millions de migrants. Donc il vaut mieux aider aujourd'hui pour atténuer, et notamment que ces pays qui aujourd'hui sont des émetteurs qui sont de l'ordre en moyenne de 0,9 à 2,4, bien qu'ils ne fassent pas le chemin des pays type la Chine qui, au moment de Kyoto, étaient là aussi à 0,9 et maintenant sont à 5,8 d'émissions par habitant. Alors, en fait, on considère que pour gagner la bataille du climat, donc d'une utopie, on n'a jamais été zen, mais d'une utopie, on a quelque chose qui devient assez clair et on a de plus en plus d'alliés. On a par exemple un économiste dont le nom vous est sans doute connu, c'est Alain Grandjean. C'est aussi Gaël Giraud. On a pas mal d'économistes qui aujourd'hui nous rejoignent parce que voilà, on n'a pas la science infuse. On a développé un outil, mais il faut le rendre perfectible pour qu'il soit accepté. Et c'est, vous savez, comme pour les maladies, si on veut gagner cette bataille du climat, il faut l'attaquer sous différents angles. Le sida, c'est une trithérapie. Et là, c'est la même chose pour le climat. C'est-à-dire qu'il nous faut d'abord orienter les fonds privés et publics vers les investissements verts. Ça peut se faire très rapidement. Il faut, par exemple, qu'on agisse sur les banques. Moi, je suis allé voir mon banquier pour savoir, j'ai pas beaucoup de sous de côté, mais à quoi servait l'argent que j'avais mis de côté. Oxfam a sorti un document sur les positionnements des banques par rapport au financement de l'argent qu'elles possèdent et qu'elles prêtent. On est assez étonné que un certain nombre de grandes banques françaises, à l'international, financent majoritairement des projets carbonés. Et il va falloir, alors là c'est un gros chantier, il va falloir définir de nouveaux standards, de nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce qui est carboné, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il va falloir de la taxonomie là-dessus. C'est incontournable. On a raté la taxe carbone. La taxe carbone aux frontières de l'Europe, elle est en train d'avancer, mais il va falloir donner un vrai prix au carbone. Et les Suédois qui vraiment ont travaillé sur le sujet, qui est un modèle aujourd'hui, vivent très bien. Et puis, il va falloir booster les investissements par cette Banque européenne du climat. Et on considère qu'effectivement, la Cour des comptes européenne, on a eu à nouveau des échanges. Voilà, l'ordre de grandeur, si on veut montrer au reste du monde que c'est possible, que c'est créateur d'emplois, l'OFCE et l'ADEME pour la France, sur ce plan-là, disent 600 000 emplois nets créés, non délocalisables. La problématique, c'est qu'il nous faut aussi de l'argent pour cette transition. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il va falloir former, il va falloir aider ces gens-là dans leur transition. C'est incontournable. Au niveau de l'Europe, l'estimation de la Cour des comptes européenne, c'est à peu près 9 millions nets d'emplois créés. Alors, à ceux qui nous disaient « c'est pas possible ». Non, vous n'allez pas arriver. Souvenez-vous, quand le mur de Berlin est tombé, Mitterrand, M. Laffitte et Helmut Kohl ont décidé de créer une banque pour aider les pays de l'Est et l'Allemagne de l'Est à très vite rejoindre le territoire européen. Et on a créé une banque qui s'appelle la BIRD. Il a fallu 6 mois aux hauts fonctionnaires des deux pays pour en écrire les statuts. Et en 18 mois, elle était opérationnelle. Et elle fonctionne toujours. Alors, on a un vent d'optimisme,
Et c'est pas parce que vous êtes là, quelques femmes, mais moi je suis fortement heureux que nous ayons 2 femmes à la tête des 2 plus grosses institutions européennes aujourd'hui. La BCE et la Commission européenne. La sensibilité des femmes, excusez-moi messieurs, mais dans ce moment un peu particulier, va vraiment nous être utile. Parce que nous, on a un cerveau qui marche que d'un côté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Christine Lagarde, qui d'ailleurs au FMI avait déjà eu des positions très intéressantes sur le climat, qui par ailleurs, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les 89% que les banques ont mis en liquidité spéculative, avait dans les Échos, et je pourrais vous sortir le papier, dit « Attention, vous nous préparez à nouveau une crise, mais elle va être multipliée par 4 ou 5 par rapport à la crise des subprimes. » Donc, sa prise de position, non, c'est pas grave. Voilà. Et puis, Ursula von der Leyen, qui, vraisemblablement, dans un premier temps, avec des convictions, mais aussi pour, j'allais dire, être adoubée par les parlementaires, a eu cette position, donc, sur le climat. Alors là, elle est un peu plus faible que nous, elle reprend 1000 milliards pour les 10 années à venir. Donc elle est à 100 milliards. Bon, on est un peu en dessous, mais le problème, c'est qu'elle a des partenaires allemands qui veulent pas en entendre parler. Quand elle est ressortie de l'audition, quand elle est retournée en Allemagne, je peux vous dire que les cadres de la CDU lui sont tombés dessus. Et donc, mais ça bouge. Hier, pour tout vous dire, on était au ministère des Affaires européennes, et aujourd'hui, ils nous disent, on a besoin de vous, on a besoin des économistes, on a besoin aussi, parce qu'on a des groupes, je vous le disais, en Allemagne, on a besoin que ça bouge en Allemagne. Et donc là, notre métier, aujourd'hui, j'allais dire, et c'est pour moi un mauvais mot, tout dépend ce qu'on en fait, on fait du lobbying auprès des politiques, auprès des économistes, pour pouvoir faire passer la chose. Alors, pour tout vous dire, je vous disais, ça fait 2 ans qu'on a commencé, mais surtout depuis début 2018. Et ce qui nous ravit, et ce qui nous a donné de l'énergie, c'est qu'on a eu des 500 soutiens au niveau européen de grandes personnalités. Alors, ça va du Vatican au Grand Orient de France, vous voyez. Ça va du Prince de Monaco à la mère Podemos, l'ancienne mère Podemos de Madrid. Donc voilà, c'est vraiment un panel politique, culturel, cultuel, sociologique, j'allais dire, total. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait lancé l'idée que les collectivités territoriales nous soutiennent. Parce que ce que nous croyons aussi, c'est que cet argent, c'est d'abord du territoire qu'elle doit être demandée, parce que c'est les territoires qui sont en première ligne pour pouvoir s'adapter. Et ce que nous, on a besoin en Bretagne, c'est pas la même chose que vous ici. Le problème, c'est que on a des problèmes de tuyauterie avec Bercy. Bercy, c'est un truc que je ne connaissais pas. C'est une machine assez extraordinaire. Là, je vais vous donner un exemple. Il y a le fonds chaleur. Je ne sais pas s'il y a des communes ici ou des représentants de communes qui ont une chaufferie bois. Eh bien, ils avaient diminué en arrivant le fonds chaleur de 400 millions d'euros année à 200 millions d'euros d'année. Cette année, on a dit, ah non, on a fait une bêtise, on le ramène à 300 millions. Et donc, on a 300 millions. Mais, donc, on fait un truc vachement intelligent, et après, pour pas qu'on dépense, eh bien, on met des mécanismes pour que l'argent ne descende pas. Et on vous dit, ah ben non, ça n'a pas été dépensé. Ce que des cadres du président m'ont dit, ah mais attendez, vous demandez de l'argent? Mais il y en a, elle n'est pas dépensée. Sauf que, je vous donne un exemple, c'est à Florac, ça fait 3 ans que le maire, avec des gens qui vont bien, ont essayé de mettre une chaufferie bois qui desservait le lycée, qui desservait la sous-préfecture, voilà. Et on lui a dit, ah mais non, monsieur, vous allez être surendetté. Il leur a dit, mais attendez, c'est un budget annexe. C'est pas le budget principal de la collectivité, puisque je vais avoir des recettes. Je vais vendre de l'énergie au lycée, je vais vendre de l'énergie à la sous-préfecture, je vais en vendre à 40 logements. Donc, vous ne pouvez pas me rentrer ça. Eh bien, on lui a dit, ah non, vous serez surendetté, donc on refuse votre projet. Donc ça, c'est pour ça que on a besoin qu'on ait une remontée des territoires. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a aujourd'hui près de 200 collectivités, et ça continue à arriver, qui nous ont soutenus. Et on a été fortement étonnés, c'est que Métropole Nice-Côte d'Azur nous a appelés en disant, on veut soutenir le pacte finance-climat.
Donc s'il y a des élus de communes ici, on est prêt à accepter votre soutien. Voilà. Donc, ce qui était prévu, il nous restait une petite dizaine de minutes. Donc moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est échanger sur ces sujets avec vous. Si vous souhaitez répondre aux questions, comment êtes-vous zen? Est-ce que ça vous paraît utopique? Ou est-ce qu'on doit se mobiliser et faire en sorte qu'on ait rapidement cet outil qui nous permettrait de limiter. Alors, 2 degrés, je vais dire, samedi, j'étais avec Jean Jouzel. 2 degrés, ça va être compliqué. Mais on peut y aller. Mais les 2050, c'est demain, quoi. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut y aller et foncer. Et développer massivement, en particulier, l'appui de toutes les communes qui sont les plus concernées par la montée des eaux. C'est ce qu'on a décidé ce matin. Alors, je peux vous dire que je suis fier, je ne savais pas, parce que je suis assez impliqué sur l'Orient, mais je ne savais pas qu'on avait signé. Par ailleurs, Christine Lagarde est a priori convaincue. Et je pense qu'elle aura la force que vous avez signalée pour toutes les femmes de conviction dans ce domaine. Bonjour monsieur, Georges Kalinakis, ancien industriel. Je peux vous dire que nous avons des objectifs tout à fait communs. 2050, c'est faisable. Il y a eu l'évocation d'un certain nombre de solutions, et évidemment, il faut de l'argent. Et là, nous sommes bien d'accord avec vous, et j'avais une question qui était un peu annexe, c'était, est-ce que la France a le leadership dans cette affaire-là, ou est-ce que le partage avec d'autres pays en Europe? Alors, pour tout vous dire, on est isolé. Vraiment, alors le président Macron a repris cette idée là pour au moment des européennes, de la Banque du climat et de la biodiversité. Nathalie Loiseau l'a porté et par contre elle maîtrisait le sujet. Je vais être assez franc avec vous, on a un Premier ministre qui a un peu de mal à comprendre cette approche. Par contre, on a un ministère de l'écologie qui est bien engagé, le ministère des Affaires européennes, et puis on a Bercy qui freine fortement. Mais ça bouge, on a des réunions qui sont constructives. Par contre, aujourd'hui, pour les Allemands, la création monétaire, on arrête. C'est vraiment une de leurs préoccupations. Alors, ça va peut-être changer parce que on l'évoquait avec quelqu'un tout à l'heure, Ursula von der Leyen a pris du poids en Allemagne. Les Verts sont montés aux élections européennes et il est tout à fait possible qu'il y ait une coalition. On est en train de voir avec les leaders des Verts une coalition qui permette d'avancer sur ce sujet. Les Nordiques trouvent ça très sympathique, mais ils disent nous on voit pas pourquoi on irait, on a fait le boulot. Il y a un autre élément important dans la conjoncture géopolitique européenne actuellement, c'est qu'on avait de bons appuis britanniques. J'en dirai pas plus. Et puis les Pays-Bas, eux, ont une posture en disant on est intéressé, mais ça va faire un budget encore plus conséquent parce qu'il va falloir à la BCE et à la BEI plus de fonctionnaires. Donc, parce que ce qu'on dit aussi, c'est que derrière, il faut des outils de contrôle. C'est quand même pas si simple que ça. Les Belges, alors c'est plutôt les pays du Sud qui aussi ont un intérêt. Le Premier ministre espagnol, lui, est complètement dedans. Toute son équipe, alors il va falloir qu'il en remonte une, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on en a une et puis après on n'en a plus. Puis il faut recommencer. Bon, n'empêche qu'eux, ils sont aussi en première ligne. Ils voient bien l'impact déjà du changement climatique, notamment sur les productions agricoles. Et pour l'Espagne, c'est quand même... Le Portugal suit. L'Italie, malgré là aussi les mouvements de majorité politique en Italie, sont plutôt enclins à y aller. Alors, ce qui est assez étonnant, ils font pas partie de l'Europe, mais on est interrogé par la Suisse, qui trouve le sujet tout à fait intéressant. Donc, et derrière, il va falloir qu'on fasse vraiment un gros boulot de pédagogie et de voir comment on peut avancer avec eux, parce que ceux qui ont bloqué dernièrement, c'est la République tchèque, c'est la Pologne et c'est la Hongrie. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez parlé des 2500 milliards
qui ont été mal utilisés, on a de la dette à ne plus savoir quoi en faire. Alors comment on peut être sûr que ces 1000 milliards pour l'environnement seront bien utilisés? C'est exactement la bonne question, c'est-à-dire ce qu'on disait, il nous faut à la fois des contrôles. Alors c'est assez étonnant parce qu'en France, pour des raisons justement de contraintes de dette de l'État, on supprime des emplois et on a commencé notamment par les emplois de gens qui veillaient sur les territoires au bon usage de l'argent public. C'est un peu compliqué. Et puis, je crois que il va falloir là aussi travailler pour remettre de la réglementation au niveau des banques. Un des éléments qu'on demande, c'est ce qui a été déjà demandé, qui n'a pas été fait, c'est de séparer les deux, j'allais dire, commerces et banques, la banque de détail et la banque qui spécule, parce que faut pas que cet argent, effectivement, aille à la spéculation. Il faut qu'il serve à aider les entreprises. À la fois, j'allais dire, on parlait la rénovation énergétique des bâtiments, mais ça concerne les bâtiments des entreprises, et puis c'est les process industriels, etc., etc. Donc il faut effectivement que cet argent aille bien là. Serait-il peut-être possible d'encourager la création de peut-être plus petites banques, plus faciles à contrôler? Je vais pas faire de publicité pour les banques, mais on en a une qui est plus petite, qui est une coopérative qui date de 1870, et qui fonctionne effectivement très bien. D'accord, merci. Je sais qu'on a une quinzaine de lycéens du CIV qui sont là, qui nous ont rejoints ce matin. Et voilà, vous représentez les moins de 20 ans, vous avez peut-être quand même une question à poser? Je suis pas étudiante, pas plus. J'ai passé l'âge, mais j'ai quand même une question qui peut les concerner. Est-ce qu'une mobilisation citoyenne mondiale peut faire bouger les politiques? Alors, je crois que, puisque vous vous adressiez à ces jeunes, je pense que ce qui s'est fait avec une figure de proue, mais qui était totalement nécessaire, c'est-à-dire que ces mobilisations de jeunes réveillent une partie des politiques qui somnolent sur ces questions. Alors, elles dérangent, certainement. On a essayé de faire en sorte de les discréditer, mais c'est eux et c'est elles qui vont vivre ces moments-là. Et la leçon de citoyenneté qui nous a été donnée cette année et qui va continuer à être donnée, on doit, nous, les générations de parents et de grands-parents, la reprendre. Alors, je parle. C'est vous, oui. Ah bon. Non. Moi, j'ai largement plus que 20 ans. Désolé. Manuel Fulchiron de l'Office national des forêts. Un peu en lien avec la question qui vient d'être posée sur comment on s'assure qu'on refait pas le coup des 89-11. Des 89%, 11%. Il existe des outils. Il y a eu un grand plan, une charte, en tout cas de l'usage du bois, pour ce que je connais une petite partie du sujet, sur l'usage du bois dans la commande publique. C'est le bois construction, c'est le bois énergie, ça peut être le bois ameublement aussi. Or, on voit, l'ONF est un acteur majeur pour mettre du bois sur le marché. On voit que la balance commerciale du bois, par exemple, en France, elle reste hyper déficitaire. C'est-à-dire que c'est du bois qui est transporté. C'est 25 ou 30% le transport dans la filière bois. Est-ce que vous réfléchissez aussi au rôle notamment des collectivités qui sont un des grands prescripteurs de la commande publique, bien plus que l'État, si on regarde le total des investissements réalisés, et quel rôle peut avoir notamment une nouvelle tranche ou une nouvelle évolution de la décentralisation pour travailler aussi là-dessus, parce qu'on peut faire des plans et des réflexions au niveau national ou international si on s'adresse pas aux acteurs de l'économie réelle qui, eux, sont adressés par le lobbying du plastique, du métal, du béton. On fait pas bouger les lignes. Alors, vous avez totalement raison. Bon, pour tout vous dire, on a commencé, nous, sur le macro parce que on voulait que ça bouge au niveau du macro. Et maintenant, on est en train de constituer un groupe de réflexion sur le micro. Parce que ce que vous venez de dire est essentiel, et on a vu avec Bercy. Et il faut réfléchir à modifier les cahiers des charges des appels d'offres, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est pour la France parce que les modèles en Allemagne ou en Belgique ou en Hollande ou en Roumanie sont pas du tout les mêmes.
mais en France, on peut le faire. Et on a, par exemple, avec nous ont rejoint donc Olivier Sidler. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est l'un des spécialistes de la rénovation thermique des bâtiments et qui était à l'origine de Négawatt. On a aussi Vincent Nesquinabo, qui est un expert des politiques publiques et qui nous a rejoint parce qu'il voulait travailler ces sujets-là, en disant il faut qu'on travaille par filière, qu'on trouve parce que on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de contrôle ou peu de contrôle et les textes parfois sont assez flous. Et on va essayer de travailler avec des parlementaires sur le sujet. Est-ce que les monnaies locales, régionales, ça peut pas aider à une économie plus verte, limitation des imports, tout ça? Alors, ce que tu dis là est intéressant, sauf qu'en France, on n'a pas pigé ce qui était une monnaie locale, et puis ceux qui les portaient les ont mal présentés. Donc ça aide pas à ce que ça avance. La monnaie locale la plus ancienne, elle est suisse, et elle est utilisée par plus de 60% des entreprises en Suisse quand elles travaillent entre elles. Donc ça concerne aussi l'industrie. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, mais bon, toi, aujourd'hui, peut-être pas, mais je parlais des coopératives. Si on veut avoir des coopératives de citoyens pour produire de l'énergie, pour investir dans des formes de déplacement, etc., c'est tout à fait possible. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on a seulement 2 champs éoliens citoyens financés par des citoyens. En Allemagne, les énergies renouvelables appartiennent à plus de 51% à des coopératives de citoyens. C'est-à-dire que là, quand on met son argent, on le place. Alors la caisse d'épargne, les fonds de développement durable, c'était intéressant parce que c'est la caisse des dépôts qui les reçoit pour les logements sociaux. Et puis comme les gens se disent mais attendez, mon livret d'épargne il va descendre, il est à 0,5, il va encore descendre, me dit-on. Je fais quoi? Moi j'ai eu des questions sur ce type. Eh bien, est-ce qu'on peut mettre son argent dans une réflexion locale de production d'énergie ou de déplacement, et d'autres l'ont mis dans, j'allais dire, une coopérative de production d'alimentation locale, avec une mairie qui a repris en régie un agriculteur pour alimenter la cantine scolaire et l'EHPAD. Donc voilà, et ça c'était de l'argent des citoyens, avec un taux de rentabilité d'ailleurs qui dépasse souvent les 1,5%. Donc c'est aussi intéressant, à la fois on est citoyen, on est acteur, et l'argent qu'on a mis de côté, ma foi, elle a une rentabilité. Dans votre discours, vous dites beaucoup que l'argent est la solution pour régler le problème du réchauffement climatique, mais que l'État, elle doit plus s'investir dans des projets verts plutôt que dans des produits qui polluent. Alors que c'est faux, qu'à notre échelle, on peut agir sans forcément utiliser de l'argent. Acheter moins de plastique, diminuer de consommation de viande, ça coûte rien. Donc l'argent n'est pas la solution à sauver la planète. Alors, je vais te rejoindre, parce que je ne pouvais pas tout dire. L'argent est une solution pour qu'on aille très vite, pour que vous n'ayez pas à subir une hausse dans cette deuxième partie du siècle qui serait très compliquée, qui irait vers les 3-4 degrés. Par contre, où tu as totalement raison, c'est que nous devons devenir sobres dans l'usage des énergies fossiles. À titre individuel, je donne un exemple à mes étudiants assez souvent. Vous faites un repas avec de l'eau du robinet. Alors, en Bretagne, c'est compliqué avec les élevages que l'on a. Mais bon. Et vous prenez un poulet, élevé localement. Je dis même pas bio encore, je reparlerai du bio après. Vous prenez une cuisse de poulet, puis des haricots verts de saison. Et vous êtes gourmand, un lichou, comme on dit chez nous. Vous voulez de l'ananas. Vous prenez un quart d'ananas qui est venu de Côte d'Ivoire, mais par bateau. Entre la production, le transport, la transformation culinaire et la gestion des éventuels déchets, vous aurez émis 600 grammes de dioxyde de carbone. Vous faites presque le même repas, mais vous prenez une bouteille d'eau de plastique avec donc l'eau qu'on vous a vendue, vous prenez un steak de poids équivalent à votre cuisse de poulet et vous prenez des haricots surgelés. Et vous prenez un quart d'ananas, mais venu par avion de Côte d'Ivoire. Eh bien là, vous aurez émis 5,6 kg, source ADEME. Et, alors, je vais vous embêter parce que quand tu dis ça, combien d'entre vous mangent des hamburgers?
Bon, le hamburger tout seul, sans la boîte, sans la boisson, 3 kilos. C'est-à-dire que si on est attentionné et qu'on descend notre production de gaz à effet de serre dans notre alimentation d'à peu près 1 kilo par repas, c'est-à-dire 2 kilos. Alors si c'est en bio, c'est moins 20%. Ça vous fait 2 kilos par jour. Vous allez rapidement, sans avoir une moins bonne nutrition, sans avoir perdu de la qualité gustative, vous allez avoir diminué vos émissions carbonées. Nous allons avoir diminué de près d'1 kilo. Alors après, si on diminue la part de viande dans son alimentation de la semaine, on va encore la diminuer. Donc ça, c'est un geste, effectivement, que nous pouvons tous faire. L'alimentation, c'est très simple. Après, les déplacements, c'est plus complexe parce que ça dépend de l'endroit où on vit, de la politique qui a été mise en place. C'est vrai qu'il vaut mieux acheter du vrac et éviter le plastique. Faut acheter local, etc. C'est-à-dire, un des maîtres mots, et tu as raison, en même temps qu'on investit pour changer, il faut devenir, en conscience, sobre. Parce qu'on est devenu addict aux énergies fossiles. Bon, je crois que nous pouvons applaudir Édouard Boin pour cette excellente prestation. Merci beaucoup.